Guillaume Duval, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du mensuel Alternative économique et je vous reçois à l'occasion de la parution de votre dernier livre « La France ne sera plus jamais une grande puissance ». Tant mieux, et quelques autres bonnes raisons de ne pas désespérer aux éditions La Découverte. Alors on comprend à la lecture du titre, plein de provocations, il s'agit de répondre aux déclinistes, à sortir de l'autodénigrement qui, dites-vous, apparaît comme un obstacle puissant au redressement du pays. Alors déjà, j'ai envie de vous poser la question, à votre avis, d'où vient cet autodénigrement ? Donc cet autodénigrement vient, je crois, assez largement du fait que beaucoup de Français, d'intellectuels français en particulier, regrettent un temps mythifié où la France était une grande puissance, comptée à l'échelle mondiale. Donc j'ai voulu démarrer ce livre en essayant de démonter un peu ce mythe. D'une part, les périodes qu'on cite le plus fréquemment, donc Louis XIV, Napoléon Ier, De Gaulle, etc., la colonisation, ont été des périodes souvent difficiles pour les Français eux-mêmes. C'est vrai que les grands et les puissants rayonnaient à l'échelle mondiale, mais pendant ce temps, par exemple sous Louis XIV, les Français crevaient de faim, au sens propre du terme, pendant quasiment tout son règne. Bon, Napoléon Bonaparte, c'est vrai qu'on nous en parle encore, surtout sur tout le continent européen, mais outre qu'il a pas mal détruit et tué de gens en dehors de la France, ça a été une période très difficile pour les Français eux-mêmes. Et de la même manière, la colonisation, donc c'est ce qui a permis ensuite à la France de continuer à rayonner dans le monde, à avoir quasiment autant d'habitants sous sa tutelle que les États-Unis ou le Royaume-Uni dans leur grande période. Mais en même temps, ça n'a pas vraiment aidé au décollage économique de la France et ça a été épouvantable sur le plan des pratiques des Français qui étaient sur place. Donc je décris en particulier la conquête de l'Algérie. C'est quelque chose qui pèse encore négativement dans les relations avec l'autre côté de la Méditerranée, mais ça a été un massacre terrible. Il y avait 5 millions d'Algériens au début des années 1800, il n'y en avait plus que 2,5 millions à la fin des années 1800 quand la conquête était terminée. Alors pour en revenir au débat actuel, vous listez un certain nombre d'arguments utilisés par ces déclinistes. Lequel vous énerve le plus ? C'est l'idée que ce déclin de la France, qui est incontestable, on est 65 millions d'habitants dans un monde qui en compte plus de 7 milliards aujourd'hui, ça fait 1% du monde, et on pèse beaucoup moins qu'avant, et on va peser beaucoup moins qu'avant. C'est l'idée que ce déclin est en soi un drame, un problème. Je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire déjà que les inégalités qui s'étaient creusées à l'échelle mondiale de manière incroyable au moment de la révolution industrielle sont enfin en train de se réduire. Le fait que les Chinois aillent mieux, que les Indiens crèvent moins de faim n'est pas une mauvaise nouvelle pour les Français. Je pense qu'il y a derrière aussi souvent une incompréhension de ce qu'est l'économie. L'économie, c'est pas un gâteau à partager. C'est pas parce que les autres vont moins mal que nous, on est obligé d'aller plus mal. Ça pose des problèmes et j'y reviens assez longuement dans le bouquin parce qu'il y a un domaine où c'est vrai quand même, c'est la question écologique, la question des matières premières. C'est vrai que ça oblige à transformer plus rapidement nos économies pour la transition écologique, pour moins dépendre de l'énergie fossile, des matières premières non renouvelables, etc., etc. Mais en dehors de cette contrainte qui est bien réelle, c'est plutôt une très bonne nouvelle, à la fois pour le monde et potentiellement pour nous. Alors une idée reçue du débat que vous cherchez à déconstruire aussi dans le livre, c'est la France est l'homme malade de l'Europe. Quels sont les éléments qui permettent de comprendre que c'est pas si vrai que ça ? C'est pas vrai du tout. À mon sens, en tout cas. Je pense qu'avant la crise de la zone euro, en particulier, la France a été le seul pays raisonnable sur le plan macroéconomique. Donc la crise de la zone euro qu'on est en train de vivre, elle résulte d'un double déséquilibre. Donc des pays, l'Espagne, l'Irlande, la Grèce, le Portugal, qui avaient vécu au-dessus de leurs moyens, qui s'étaient endettés trop et qui consommaient trop par rapport à ce qu'ils produisaient. Et de l'autre côté, l'Allemagne qui s'était beaucoup trop serré la ceinture, notamment sous Schröder. Dans ce contexte-là, la France avait été à peu près la seule raisonnable. Donc, quand vous prenez la moyenne de la zone euro et les valeurs de la France dans tous les domaines macroéconomiques, c'est un peu la même chose. Donc ça, c'était avant la crise. On n'avait rien à se reprocher. On devrait être au contraire en situation de dire OK, les Grecs, les Espagnols, ils ont vécu au-dessus de leurs moyens. Il faut qu'ils se serrent la ceinture. Mais vous, les Allemands, vous devriez aussi vous les desserrer parce que vous avez vos responsabilités dans la crise. Et dans la crise elle-même, si l'euro ne
s'est pas effondré, c'est assez largement grâce à la bonne tenue de l'économie française. Qui a joué le rôle de consommateur en dernier ressort. Voilà. Le fait que les coûts du travail n'ont pas baissé chez nous, que les dépenses publiques n'ont pas baissé chez nous, c'est ce qui a permis à la zone euro de tenir, parce que nous, on a continué à consommer pendant ce temps-là. Mais c'est aussi pour ça qu'on rencontre aujourd'hui quelques difficultés supplémentaires. Oui, alors justement, pendant la crise, la France a accumulé un certain nombre de difficultés. Il y a eu une perte d'industrie, de son outil industriel. Il y a eu une explosion de la dette publique. On peut surmonter ces problèmes ? Alors, c'est des problèmes qui sont sérieux, qui touchent toute l'Europe et pas simplement la France. En particulier sur le plan industriel, on est en train de se rendre compte avec l'affaire Volkswagen que même l'industrie allemande, qui va certainement beaucoup mieux que nous, est quand même très, très fragile, très dépendante de secteurs. Si vous voulez, l'industrie allemande va mieux que nous, mais elle produit quand même toujours la même chose qu'au début du XXe siècle, c'est-à-dire des voitures et des machines, et ça risque d'être fragile pour l'avenir. Donc l'Europe a loupé les virages de la technologie, des tablettes, d'Internet, etc., etc. La France avec. C'est un lourd handicap, mais je crois qu'on peut le surmonter tous ensemble. En particulier si on donne la priorité à ce qui est vraiment la priorité pour l'Europe, parce que c'est la zone la plus anciennement industrialisée au monde. Si on donne vraiment la priorité à la transition énergétique et à la conversion écologique de nos économies, je pense que sur ce créneau-là en particulier, la France aurait des atouts importants. En particulier parce qu'elle est un pays très rural. Pendant 2 siècles, 3 siècles, ça a été un inconvénient majeur par rapport à l'Allemagne, par rapport au Royaume-Uni, qui étaient des pays beaucoup plus urbains, beaucoup plus densément peuplés. Je pense que dans le contexte de la transition énergétique et de la conversion écologique de l'économie, ça peut être un atout formidable pour la France, parce que l'essentiel des substituts qu'on trouve et qu'on trouvera pour les énergies fossiles en particulier seront forcément des choses d'origine agricole ou liées aux surfaces agricoles à exploiter. Il y a un certain nombre d'autres atouts que vous listez dans le livre, une démographie équilibrée, des salariés productifs, une épargne abondante ou encore des points forts non négligeables dans la high-tech. Est-ce qu'à votre avis, tous ces atouts, on les mobilise suffisamment en France ? Non, je crois que justement, tous ces atouts que vous avez cités, et qui sont réels, en particulier sur le plan de l'épargne, on est plutôt des champions de l'épargne, mais c'est mal employé, en particulier sur l'épargne, c'est employé beaucoup trop dans l'immobilier et pas assez dans le productif, ça il faut vraiment réussir à le surmonter, mais on n'arrive pas à le mobiliser essentiellement, enfin je crois que c'est très lié justement à cet aspect pleurnichard de regretter un temps révolu et définitivement révolu et qui n'était pas si bien que ça. L'autre aspect, c'est que c'est lié à nos divisions internes, à notre incapacité à surmonter des divisions traditionnelles. On l'a fait pourtant à différentes époques. Je crois que les Français sous-estiment leur capacité de rebond aussi. Ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale était tout à fait exceptionnel et totalement inattendu. Donc la France était déjà pas seulement dans la guerre, mais avant la guerre, un pays qui était très en retard sur le plan industriel. On a réussi après-guerre un redressement économique, industriel très important et très réel, malgré une politique qui était très, très, très mal organisée avec la 4e République. Pourquoi ? Parce que on a été capable, enfin les syndicats et le patronat ont été capables de s'entendre sur l'essentiel de ce qu'il y avait à faire, notamment dans le cadre du Conseil national de la résistance et de ce qui a suivi. Mais ça montre qu'on est capable de le faire et de venir de très loin, et je crois qu'on est aujourd'hui capable de venir de très loin. Ça ne veut pas dire qu'on redeviendra une grande puissance, mais on nous cite très souvent les pays scandinaves, par exemple, en exemple. Le Danemark, la Suède, c'est des pays effectivement où on ne vit pas trop mal, où il y a beaucoup de dépenses publiques comme en France, et ils ont renoncé, il y a déjà 10 siècles, à essayer d'envahir le reste du monde, et ils ne s'en portent pas plus mal. Donc, des bonnes raisons pour ne pas désespérer. Merci Guillaume Duval. Votre livre « La France ne sera plus jamais une grande puissance ». Tant mieux, aux éditions La Découverte. Merci. Merci à vous.